Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le condensé de la semaine. Alpha Condé sur France 24 et RFI. Le chef de l'État était invité cette semaine dans une émission coproduite par ces deux médias français. Candidat à sa propre succession sur fond de troisième mandat, Alpha a abordé plusieurs sujets d'actualité liés à la campagne électorale en cours. Mais pas seulement, il a également tenté de justifier le changement de la Constitution de 2010. Et puis, le candidat président pourrait accepter les résultats de la présidentielle, même en cas de défaite. Suivez ce décryptage de Mamadou Tanoba. L'entretien avec le président Alpha Condé chez nos confrères de RFI et France 24 a été moins productif que l'attente. Le président sortant, candidat à sa propre succession pour une troisième fois, est visiblement frappé par le poids de l'âge au petit écran. Cela n'empêche, il a tenté de justifier la modification de la Constitution de 2010. Je vous fais remarquer que les limitations de mandat sont venues du fait qu'il y a des chefs d'État qui laissaient très longtemps et qui ne travaillaient pas. C'est là où on a fait les conférences nationales pour changer. Mais ce n'était pas un dogme, c'était quelque chose de conjoncturel. Et il ne s'agit pas de faire une présidence à vie. Moi, je me suis battu pendant 44 ans, j'étais opposant. Et j'ai été condamné à mort parce que j'étais emprisonné. J'ai gagné les élections en 1993, tout le monde le sait. J'ai refusé, bien que les militaires disent qu'ils étaient avec moi. J'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières, mais les hommes, ils sont partis. Donc si je voulais un président à sa vie, j'aurais déjà commencé à être président en 1993. Interrogé sur son éventuelle victoire ou sa probable défaite, Alpha Condé, dans sa réponse, ne crie pas tôt à la victoire. Il serait même prêt à accepter une défaite. Pour le moment, nous allons aux élections. Et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant. Attendons de voir. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. On verra si je gagne ou pas. Mais je suis un démocrate. Moi, je me suis battu, j'ai créé un parti, je me suis battu pendant 45 ans. Mes adversaires sont des fonctionnaires qui sont devenus premiers ministres. Après premier ministre, après avoir mis le pays à terre, ils ont créé des partis. Je pense que quand même c'est extraordinaire que moi, je me suis battu pendant 45 ans. Je sois considéré comme un dictateur antidémocrate. Quelle que soit l'issue des résultats de la présidentielle, Alpha Condé est sûr qu'il n'y aura pas de coup d'État militaire en Guinée. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a jamais eu de coup d'État en Guinée. L'armée a pris le pouvoir après la mort du président Sékou Touré. Ensuite, l'armée a pris le pouvoir après la mort du président Conté. La Guinée n'a jamais eu de rébellion, il n'y a jamais eu de guerre civile, il n'y a jamais eu de coup d'État. Le président Alpha Condé, dans ses discours de campagne, est souvent accusé d'utiliser la fibre ethnique. Dans cet entretien, il a tout simplement rejeté cette accusation. Je n'ai jamais fait un discours à l'élève ethnique. Je vous fais remarquer que je suis malinké. Je parle 10 fois mieux Soussou que malinké, premièrement. Deuxièmement, moi je me suis battu. Sékou Touré était président malinké, je me suis battu contre lui et il m'a condamné à mort. Moi je n'ai jamais tenu de discours ethnique. Le chef de l'État a également réagi au rapport d'Amnesty International qui incrimine le gouvernement guinéen. Alpha Condé a justement réagi au rapport d'Amnesty International qui a répertorié de nombreux cas de violation des droits de l'homme par les forces de l'ordre qui étaient censées maintenir l'ordre pendant les manifestations du FNDC, le Front anti-troisième mandat. Le chef de l'État dit ne pas prendre cette ONG au sérieux. Écoutez-le. Moi, je ne prends pas Amnesty International au sérieux parce qu'ils font des enquêtes à charge. Et vous venez... Vous n'interrogez pas le gouvernement pour savoir. Je vous fais remarquer qu'il y a des gens qui étaient habillés avec des choses de gris-gris comme des fétiches en disant anti-balles et que c'est eux qui ont attaqué le camp à Zéro-Collé. Certains sont actuellement en prison à Cancan et ils ont reconnu. Donc, ce sont des mensonges, Monsieur le Président. Je vous fais remarquer que demain, Amnesty fait des rapports unilatéraux. Ils ne font pas des enquêtes. S'ils faisaient des enquêtes, ils auraient vu que la plupart des gens qui ont été tués à Zéro-Collé ont été tués par des gens qui sont venus habillés, ils sont venus de Libéria et de Kenema. Et qu'on a arrêté un certain nombre d'entre eux qui sont actuellement jugés. Il y a certains
qui n'avaient pas tiré, qui ont été libérés. Ceux qui ont reconnu qu'ils ont tiré sont encore en prison. Je fais remarquer que avant moi, l'organisation de Omnis et autres là, ils ne pouvaient pas avoir accès aux prisons. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux prisons. Cette sortie d'Alpha Condé a fait réagir des défenseurs des droits de l'homme. Comme vous venez de le constater, le chef de l'État a semblé nier la responsabilité des forces de l'ordre dans les tueries enregistrées en mars dernier à Zérekoré. Pour lui, ce sont des rebelles venus notamment du Libéria voisin qui ont tiré sur des civils. Le président de l'ONG Avocats sans frontières a déploré cette déclaration d'Alpha Condé qu'il accuse de vouloir tirer des conclusions avant même le travail de la justice. Suivez les détails avec Ansobaïlo Baldé. Interrogé sur le récent rapport d'Amnesty International lié aux manifestations réprimées en Guinée depuis octobre 2019, Alpha Condé a particulièrement évoqué les événements meurtriers enregistrés en Zérekoré lors du double scrutin législatif et référendaire de mars 2020. Le président de la République a parlé de rebelles qui, selon lui, étaient venus du Libéria et de Kenema. Intéressé par ce dossier, le président de l'ONG Avocats sans frontières a réagi à la sortie médiatique du chef de l'État. Je dois vous dire que j'ai une réaction d'indignation par rapport aux déclarations faites par M. le Président à ce qui concerne les événements qui sont passés à Zérekoré. Quand elle parle de rebelles qui soient venus d'ailleurs pour agresser les gens à Zérekoré, c'est une forte déclaration. Plusieurs personnes ont été tuées les 22 et 23 mars dernier en Zérekoré. Dans l'interview accordée aux journalistes français, le chef de l'État a parlé de personnes habillées en gris-gris lors des événements de cette ville de la Guinée forestière. L'avocat à la cour a donné sa réponse. Selon lui, chaque peuple a sa culture. Ça ne veut pas dire que ce n'était que des gens venus ailleurs. Des gris-gris, nous le savons, dans la culture de certains peuples en Guinée, nous voyons des gens porter ça. J'ai cité le cas des donjos. En Guinée forestière, il y a des habits traditionnels que les gens portent. Il se demande d'ailleurs comment les rebelles dont le président parle seraient rentrés en Guinée. Quand on vient parler de rebelles, je veux bien savoir d'où viennent ces rebelles. Est-ce qu'une rébellion peut sauter sur la frontière, tomber à plus de 60-100 km de ces frontières-là? On veut dire que nos frontières ne sont pas surveillées. Ça veut dire que nous n'avons pas une armée républicaine qui puisse veiller à la protection de notre population. C'est faux. Alpha Condé a également déclaré que des personnes arrêtées ont reconnu avoir tiré sur les populations de Zérekoré. Maître Aimé Christophe Labilé dit ne pas comprendre cette affirmation du chef de l'État qui livre son verdict avant le travail de la justice. Qui il est pour dire que les gens ont reconnu? Avez-vous une décision de justice? Moi non. Je ne sais pas d'où il tire ces affirmations-là. Et encore qu'il n'y a pas de procès qui a été déclaré. Il y a des juges d'instruction qui ont été commis, mais même le travail de ces juges d'instruction sont violés par le pouvoir d'Alpha Condé. Parce qu'on a commencé par échanger ces gens-là pour... Le club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix appelle à la responsabilité dans les discours politiques et dans le traitement de ceux-ci par les médias. En conférence de presse cette semaine, les responsables de cette ONG ont réitéré leur engagement à continuer d'œuvrer pour la cohésion sociale. Compte rendu Souri Kandjavangora. C'est une conférence de presse organisée par le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix en vue de prévenir les violences en cette période de campagne électorale. Comme lors de la présidentielle de 2010, la campagne présidentielle de cette année connaît déjà quelques affrontements ci et là entre militants de différents bords avec plusieurs dégâts matériels et malheureusement un cas de mort. Cette situation est d'autant plus inquiétante que ce sont là des prémices de moments d'affrontement violents si l'on y prend garde à ce stade. Mamadou Diallo dénonce certains faits qui seraient à la base de ces violences. Si des militants à la base se plaisent aujourd'hui dans la divulgation des propos haineux et belliqueux, c'est clair qu'ils en prennent l'exemple sur leurs leaders qui ne s'empêchent pas pendant des moments de meeting politique pour haranguer leur foule de distiller des propos aux relents ethniques, communautaires,
claniques et divisionnistes, des discours tout simplement machiavéliques. Le président du Club des Métis interpelle. D'abord, le président de la République, dans ce contexte de campagne politique, à pouvoir en tout temps et en tout lieu distinguer ses fonctions de chef de l'État, faire de la nation et garant de la paix de son statut de candidat. Appelle l'ensemble des candidats inscrits dans la course à la présidence de la République à éviter de tenir des discours de nature à braquer les communautés les unes contre les autres. Et il demande au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au ministre de l'Unité nationale, au ministre de l'Administration du territoire et au ministre de la Justice de s'imposer le principe d'équidistance vis-à-vis des différentes entités politiques engagées en ce moment dans la campagne électorale. La presse a banni de leur contenu tous les individus qui, au nom des partis politiques ou des communautés ethniques, distillent des discours de haine et de division. Présent en tant qu'invité à cette conférence de presse, le représentant du NDI a rappelé que les institutions internationales agissent dans le même sens avant d'annoncer l'adhésion du NDI à la lutte du Club des Métis. Nous adhérons donc à l'objectif que promeut votre ONG et nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner dans cette noble mission. Pour notre part, nous travaillons chaque jour avec tous les acteurs du processus électoral pour faire en sorte que le scrutin soit crédible et paisible. Le Club des Métis est une ONG qui évolue dans le sens du maintien de la paix et de la prévention des conflits et est opérationnel sur le terrain depuis plusieurs années. Il est composé de jeunes dont les parents ne sont soit pas du même ethnie ou de la même région. Le président de la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale aussi multiplie les actions en faveur d'un climat apaisé en cette période sensible que traverse le pays. Après une série de rencontres qu'il a eues avec des acteurs de la vie sociopolitique guinéenne, il a co-organisé ce jeudi une cérémonie de lecture du Saint-Coran en faveur de la paix. Et là, Djeriba Diaby a mis la cérémonie à profit pour encore livrer des messages forts à l'endroit de tous les bords politiques. Mamadou Tanova. La Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale et la COFIG DCPD ont co-organisé une lecture du Saint-Coran pour le maintien de la cohésion sociale avant, pendant et après l'élection présidentielle du 18 octobre. La présidente de la COFIG, Hadja Mariama Haribo, a interpellé les acteurs politiques de tous bords. Elle les exhorte à œuvrer pour la paix. Elle a aussi demandé le respect du choix des électeurs. Celui qui sera président de la République, que l'on respecte le choix du Guinéen qui est dans le hameau et le Guinéen qui est dans son bureau climatisé. Qu'on respecte son choix. Si un homme ou une femme devient président de la République, que ce choix-là soit respecté et qu'on se félicite et qu'on va à notre occupation. Djeriba Diaby, à son tour, a exprimé son cri de cœur, un cri de cœur occasionné par le comportement de l'élite guinéenne. Nous ne pouvons pas faire la paix pendant qu'on est en train de nous manipuler, nous acheter avec l'argent. Nous ne pouvons pas faire la paix si nous sommes divisés entre nous. Et la paix, il est pour tous. Regardez aujourd'hui, mes chers frères, Conakry est vide. Il n'y a pas d'embouteillage à Conakry. Où sont les hommes et les femmes? Parce qu'ils sont tous partis à l'intérieur du pays. Ils sont allés pourquoi? À la richesse de nos paysans. Affamés, morteries, les paysans qui n'ont pas de moyens. On va leur donner là-bas 50 000, 100 000 pour leur dire allez, votez pour nous. Mais après la vote, lorsqu'ils ont gagné, lorsqu'ils vont gagner, toi le député, est-ce que tu as pensé ceux qui t'ont élu? Le maire, est-ce que vous pensez ceux qui vous sont élus? Vous les ministres, est-ce que vous pensez ceux
y compris le président de la République. L'ambassadeur de la paix a lancé un appel aux 12 candidats en lice. Alors nous lançons un appel, comme ma sœur vient de le faire, à tous les 12 candidats. Sachez que Dieu a fait le choix cette année. 12 candidats pour 12 millions d'habitants. Vous savez la charge, chacun de vous, 1 million d'habitants en Guinée. On vous confie ces 1 million d'habitants à chacun d'entre vous. Nous voulons zéro mort, avant, pendant et après. Et cela n'est possible que si vous êtes là pour le peuple de Guinée. Le médiateur de la République a salué cette initiative de la Fondation El Hadj Djeriba Diaby pour la paix et la COFIG. Chaque Guinéen doit souhaiter que les choses se passent dans la paix, la tranquillité et la quiétude. Je crois que cette rencontre a été dédiée à ça. En tant que médiateur, je ne peux pas déroger à cette invitation. Pourquoi je suis venu participer à la lecture. Et je voudrais prier que Dieu exauce tous ces vœux qui sont formulés ici, qu'il protège la Guinée et les Guinéens. Avec la nouvelle constitution, l'Assemblée nationale guinéenne a désormais une session ordinaire. Mais les députés sont soumis à tout un marathon parlementaire, car cette session unique s'étend sur 9 mois. Elle commence le 5 octobre. Les nouveaux députés étaient donc dans l'hémicycle lundi dernier pour la cérémonie du démarrage officiel des travaux. Les discours ont été fortement dominés par le contexte de l'élection présidentielle dont la campagne commence à rimer avec des violences préélectorales dans certaines localités du pays. Ansoubaï Le Baldé, reportage. C'est la toute première session ordinaire de la nouvelle Assemblée nationale à la place de la salle des congrès du Palais du Peuple où la 9e législature s'était provisoirement installée pour ses activités. Les députés sont revenus dans l'hémicycle. Dans les discours qui ont ponctué l'ouverture solennelle de la dite session, tous ont prôné la paix en cette période de campagne électorale. Le discours du président de l'Assemblée nationale est venu reconforter ma conviction que la Guinée est sur la bonne voie. C'est le fait de prêcher la paix, se battre pour la paix. Moi je pense que c'est inviter tout le monde, bien entendu, à prôner la paix. Déjà que tout le monde s'est engagé à prendre part à ce processus électoral et donc à compétir le 18 octobre, que chacun prenne la paix. Qu'aucun d'entre nous ne cède à la provocation. Je prie tous les Guinéens de penser qu'on ne peut rien avoir sans qu'on a la paix. Si on a la paix, on a tout en main. Donc je demande les politiciens et les Guinéens, nos frères, Malinké et Peul, et Soussou et Thomas, donnez-nous la main. Le seul symbole que nous avons de commun, c'est la République de Guinée. Et je crois que tous les leaders politiques, les leaders d'opinion doivent mettre cette Guinée au-dessus de tout, y compris nous autres députés. Et nous pensons qu'à travers cela, nous pourrons renforcer le tissu social et qu'effectivement nous pourrons avoir une élection apaisée qui est effectivement inclusive. Ibrahima Abessila, président de la nouvelle génération pour la République NGR, a pris part à la présente plénière. Le nouveau député a exprimé ses sentiments de participer pour la première fois à une activité de l'Assemblée nationale. Pas mal, c'est l'ouverture. On verra ce qu'on va nous présenter comme projet de finances et tant d'autres projets qui vont nous soumettre. On va les analyser et les aider à mettre quelque chose de bien pour le peuple guinéen. Candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain, le président de la NGR a profité de cet événement pour inviter les populations. De voter tous pour Abessila, car c'est moi qui peux vraiment bâtir ce pays et nous faire avancer. Tous ont exprimé leur satisfaction d'appartenir à la 9e législature guinéenne. C'est parti donc pour 9 mois d'activité au compte de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale. Caporaïa, histoire d'une cité ruinée, c'est le titre d'un film documentaire qui retrace la démolition spectaculaire en 2019 des habitants d'une zone de Ratoma qui comprend 3 quartiers à savoir Caporaï, Kipé2 et Dimès. Ce samedi, ils étaient nombreux ces déguerpis de Caporaï à se réunir à la maison des jeunes de Ratoma pour le lancement de ce film documentaire. C'était en présence de plusieurs invités. On se
Souvaï Balé. Dans ce film documentaire, les organisateurs retracent l'histoire du déguerpissement de Kapororaï, Kipé-2 et Dimes 2019. Les victimes de cette tragédie montrent à l'opinion nationale et internationale ce qu'elles ont subi du début jusqu'à la casse de leur maison. De ce fait, plusieurs invités de marque étaient à la rencontre pour vivre les réalités du film projeté. On a tenu à travers ce documentaire-là, montrer à l'opinion nationale et internationale un peu la violence qu'on a subie et les conditions dans lesquelles nous avons été déguerpis. En même temps, faire des satisfecits de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de la casse jusqu'à nos jours. Et cet accompagnement-là, je rappelle, a été à la fois matériel, moral et financier. Il y a eu plusieurs structures qui ont bénéficié des satisfecits décernés à cet effet, ce à cause de leur accompagnement envers les victimes. Des organisations de la société civile, des ONG de défense des droits de l'homme, des médias, etc. Le groupe Gangan Radio-Télévision était parmi les bénéficiaires. Depuis le début des déguerpissements à Kapororaï, Kipé-2 et Dimes, Gangan a toujours été là sur le terrain pour faire son travail qui est celui d'informer en toute impartialité et en toute équité. Je pense que c'est ce travail qui a été fait et aujourd'hui on nous récompense par un satisfecit. C'est un honneur pour nous. On remercie le collectif des victimes de Kapororaï et nous leur souhaitons bonne chance et beaucoup de courage pour le chemin qui reste à faire. Près de 2000 bâtiments avaient été détruits dans les zones de Kapororaï, Kipé-2 et Dimes 2019. À travers ce film documentaire, les victimes disent envoyer un signal fort au président de la République qui a promis un toit à chaque Guinéen. C'est un signal fort à travers ce documentaire pour dire que c'est une insulte, un mépris total à l'égard de la population guinéenne que de dire qu'on veut offrir un toit, une maison pour chaque famille, alors qu'il y a 1769 bâtiments qui ont été détruits. Donc ça c'est une leçon pour toute la population de Guinée afin d'éradiquer totalement ce régime violent et barbare. Le maire de la commune de Ratoma, accompagné d'une forte délégation, a pris part à ce rendez-vous. C'était à la maison des jeunes de Taouya ce samedi même. Je souhaite qu'on protège les citoyens. Cela s'est passé. Je voudrais que dans l'avenir, les citoyens mieux protégés gardent leur maison et gardent tout ce qu'ils ont avec eux. Pour terminer, on revient sur ce crime crapulé à Samatra village dans la commune de Ratoma. 3 jours après son enlèvement, Fatoumata Diarra Diallo, 16 ans, a été retrouvée morte au niveau des rails. Certaines parties de son corps broyées apparemment par le train. Son ou ses bourreaux chercheraient à prétester sur un accident ferroviaire pour justifier sa mort. Mais à voir ces images, les enquêtes ont très vite écarté cette piste. Ils font remarquer que le train ne peut pas déshabiller quelqu'un. Or, la victime est retrouvée totalement nue, ses habits mis de côté. L'hypothèse de viol sur mineur suivi de meurtre est à explorer. Suivez ce grand dossier signé Sourikan Javangwa. Le corps de Fatoumata Diarra Diallo a été retrouvé ce samedi à Samatran village sur les rails. Diarra, fille de 16 ans, fraîchement admise au brevet d'études de premier cycle, est sortie de chez elle vendredi selon son frère. Vendredi à 12h, quand elle nous a dit, quand elle sortait de la maison, que son docteur l'a appelé, qu'elle partait prendre ses injections et suivre son traitement à l'hôpital. C'est-à-dire, son docteur l'a appelé pour aller suivre le traitement. C'est ce qu'elle nous a dit à la maison. Ça, c'était le vendredi à 12h. Quand elle est partie, constatant son absence à la maison vers 18h, on a appelé partout, demandant si elle n'est pas à Dar Salam, à Sanoya, c'est notre sœur, et partout où on suppose qu'elle pouvait être, on a appelé.
mais il nous dit que vraiment qu'elle n'est pas là-bas parce que c'est inhabituel chez elle d'aller prendre... L'alerte a donc été donnée. On a lancé un avis de recherche sur Facebook, sur les réseaux sociaux en un mot. C'est dans ça qu'on a resté jusqu'au samedi qu'on l'a retrouvée morte à Samatra village. Mais comment le corps de Diarra Diallo a été retrouvé? Et là, mais elle a été retrouvée morte pendant que nous ne savions pas. C'est les enfants qui jouaient le foot au quartier de Samatra village. Ils jouaient le football. Maintenant, le ballon est tombé dans un trou au rail là-bas. Un petit est parti chercher le ballon. Il a trouvé une partie de ses organes, c'est-à-dire le pied, était à part. Maintenant, le petit a crié. Quand il a crié, ses amis sont venus maintenant et voir un corps. Il dit, ah, il y a un corps ici, il y a un corps qui est tué ici, il y a un corps qui est là. Maintenant, les voisins sont venus maintenant de passer par là. Ils ont appelé la chef secteur du quartier Samatra village. C'est elle qui est venue maintenant et s'occuper le corps. Elle a appelé ses amis, les autorités. Vu l'état du corps, ordre aurait été donné aux responsables du quartier de l'inhumer, ce qui fut fait sans autopsie et sans ses parents. Mais en ce moment, nous, on n'était pas au courant. C'est le dimanche matin, on était à un décès aussi à Dar Salam. C'est de là-bas on a appris qu'il y a un corps qui est retrouvé à Samatra village. Est-ce que ce n'est pas le corps de notre sœur? À ce moment, on a regardé les images, vraiment, c'est ce que les habits qu'elle portait, et on a vu les images, on dit effectivement c'est Diarra. Certes, le corps a été retrouvé sur les rails, décapité. Mais le frère de la victime pose des interrogations. Non, elle n'a pas été touchée par le train. Franchement, ça, je peux vous le dire. Parce que là où ils ont trouvé le corps, il n'y avait aucune goutte de sang. Et aussi, de surcroît, quand le corps était à côté, ses habits aussi étaient à côté. C'est comme si on l'a déshabillé. Maintenant, ils ont déposé. Les habits étaient à part et le corps était à part. Donc, c'est des choses, c'est pas le train fait, on l'a tué et l'a déposé là-bas. Maintenant, pourquoi on l'a tué et comment on l'a tué, c'est ce que nous ne savions pas pour l'instant. Mais quand même, ce qui reste, elle a été tuée et déposée au rail là. Fatoumata Diarra Diallo était originaire de l'Insan. Elle est venue à Conakry pour ses études. Et depuis l'annonce de sa mort, toute la famille est partie au Fouta pour les condoléances du JAJ. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce condensé de la semaine. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bon week-end à tous.